Chapitre 12. La clinique du docteur Gordon couronnait une colline herbue au bout d'un long chemin isolé, blanchi avec des coquillages concassés. Les murs de planches jaunes de la grande bâtisse, entourés d'une véranda, brillaient dans le soleil. Mais personne ne se promenait sur la pelouse. Pendant que nous approchions, ma mère et moi, la chaleur de l'été s'est abattue sur nous. Une cigale s'est mise à chanter, comme une tondeuse à gazon aérienne, au cœur d'un bouleau derrière nous. Son chant ne faisait que souligner l'ampleur du silence. Une infirmière nous attendait à la porte. « Voulez-vous passer dans la salle d'attente, je vous prie. Le docteur Gordon vous reçoit dans un instant. » Ce qui m'inquiétait le plus, c'est que dans cette maison, tout avait l'air normal, alors que je savais qu'elle était bourrée de dingues. Il n'y avait ni de barreaux aux fenêtres, ni bruit sauvage ou inquiétant. La lumière était douce et dessinait des rectangles sur les tapis rouges, doux mais usés. Des bouffées d'herbe coupées adoucissaient l'air. Je me suis attardé à l'entrée de la salle d'attente. Pendant un moment, j'ai cru que c'était la réplique du salon d'une pension de famille où j'avais séjourné sur la côte d'une île au large de Maine. Les portes-fenêtres laissaient entrer des éclairs de lumière blanche. Un piano à queue occupait le coin opposé et un peu partout des gens en vêtements d'été étaient assis à des tables de bridge, dans des fauteuils d'osier bancal, comme on en voit dans toutes les stations balnéaires passées de mode. Je me suis rendu compte que personne ne bougeait. J'ai observé plus attentivement, essayant de discerner des preuves tangibles de leur position pétrifiée. J'ai remarqué des hommes et des femmes, des garçons et des filles de mon âge, mais leurs visages avaient quelque chose d'uniforme, comme si on les avait laissés longtemps sur une étagère loin de toute lumière, sous des nuages de fine poussière. En fait, je me suis rendu compte que quelques-uns d'entre eux bougeaient, mais avec de tout petits gestes, comme des oiseaux. Je ne les avais d'abord pas distingués. Un homme au visage gris comptait un paquet de cartes. 1, 2, 3. Je croyais qu'il vérifiait si le compte y était, mais non. Après avoir terminé, il a recommencé. À côté de lui, une grosse dame jouait avec un chapelet de bois. Elle tirait un à un tous les grains d'un côté de la ficelle, puis elle les laissait tomber à l'autre bout. Clic, 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 les uns sur les autres. Au piano, une jeune fille feuilletait des partitions. Mais quand elle a vu que je l'observais, elle a rentré la tête dans ses épaules, et elle les a toutes déchirées en deux. Ma mère m'a touché le bras et je l'ai suivie dans la pièce. Sans un mot, nous nous sommes assises sur un sofa plein de bosses qui grinçaient au moindre mouvement. Mon regard glissait par-dessus les gens, vers le flamboiement vert derrière les rideaux diaphanes. Je me suis cru dans la vitrine d'un grand magasin. Les silhouettes autour de moi n'étaient pas des gens, mais des mannequins d'étalage, maquillés pour ressembler à des humains et placés dans des attitudes qui imitaient celles de la vie. J'ai suivi le veston anthracite du docteur Gordon dans les escaliers. En bas, dans le hall, j'avais essayé de lui demander en quoi consistait le traitement de choc. Mais lorsque j'avais ouvert la bouche, rien n'était sorti. Mes yeux s'étaient écarquillés et ils avaient fixé le visage souriant et familier qui flottait devant moi comme une assiette pleine d'arrogance. Au sommet de l'escalier, le tapis couleur grenat prenait fin. Il était remplacé par un tapis linoléum marron, cloué le long du couloir bordé de portes blanches fermées. Pendant que je suivais le docteur Gordon, l'une d'elles s'est ouverte quelque part et j'ai entendu une femme qui criait. Tout d'un coup, devant nous, au coin du couloir, une infirmière est apparue qui conduisait par la main une femme en robe de chambre bleue, les cheveux décoiffés tombant jusqu'à la taille. Le docteur a reculé
et je me suis écrasé contre le mur. Pendant qu'on tirait cette femme, elle agitait les bras pour essayer de se dégager de l'infirmière et elle criait : « Je vais me jeter par la fenêtre! Je vais me jeter par la fenêtre! Je vais me jeter par la fenêtre !» L'infirmière, boulotte et musclée dans son uniforme sale, louchait. Elle portait des lunettes tellement épaisses que c'étaient 4 yeux qui avaient l'air de me dévisager par derrière les énormes verres. Lorsqu'elle m'a regardé avec un sourire de connivence et qu'elle m'a chuchoté pour me rassurer, elle croit qu'elle va sauter la fenêtre. Mais elle ne peut pas sauter, elles ont toutes des barreaux. J'essayais de voir lesquels étaient ses vrais yeux, et lesquels des vrais étaient ceux-lui. J'essayais de voir lesquels étaient ses vrais yeux, et lequel des vrais était celui qui louchait. En entrant avec le docteur Gordon dans une pièce nue sur le derrière de la maison, j'ai vu que les fenêtres de ce secteur étaient bel et bien grillagées, que les portes de la chambre, du placard, des tiroirs, du bureau et de tout ce qui pouvait s'ouvrir et se fermer étaient équipées de serrures afin de pouvoir être verrouillées. Je me suis étendu sur le lit. L'infirmière qui louchait est revenue. Elle a dégrafé ma montre et l'a laissée tomber dans sa poche. Elle a commencé à défaire les épingles de mes cheveux. Le docteur Gordon, lui, déverrouillait le placard. Il en a sorti une table à roulettes chargée d'un appareil qu'il a poussé derrière la tête du lit. L'infirmière a commencé à me frotter les tempes avec une graisse à l'odeur insistante. Quand elle s'est penchée pour atteindre le côté de ma tête qui était vers le mur, ses gros seins se sont affalés sur mon visage comme un nuage ou un oreiller. Sa chair dégageait une vague puanteur médicinale. « T'inquiète pas, » me disait-elle en souriant. « La première fois, tout le monde crève de frousse. » J'ai essayé de sourire, mais ma peau était devenue sèche, comme du parchemin. Le docteur Gordon fixait 2 plaques de métal de chaque côté de ma tête. Il les a maintenues en place avec des attaches qui me sciaient le front, puis il m'a donné un fil métallique à mordre. J'ai fermé les yeux. Il s'est produit un bref silence, comme un souffle intérieur. Puis quelque chose s'est abaissé pour m'emporter et m'a secoué comme si c'était la fin du monde. Oui. Cela me vrillait à l'intérieur comme dans un espace parcouru d'éclairs bleus. Et à chaque éclair de grandes secousses me rossaient jusqu'à ce que je sente mes os se briser et la sève me fuir comme celle d'une plante sectionnée. Je me suis demandé quelle chose horrible j'avais bien pu commettre. J'étais assise dans une chaise d'osier, un petit verre à cocktail à la main, rempli de jus de tomate. On m'avait remis ma montre, mais elle avait l'air bizarre. Je me suis rendu compte qu'elle était à l'envers. Je sentais aussi la disposition inhabituelle des épingles dans mes cheveux. « Comment te sens-tu » ? Je me suis souvenu d'une vieille lampe aux pieds de métal, une des reliques du bureau de mon père. Elle était surmontée d'une cloche et Elle était surmontée d'une cloche en étain qui soutenait l'ampoule et d'où partait un fil torsadé couleur fauve qui longeait le pied et courait jusqu'à la prise. Un jour, j'ai décidé de déplacer cette lampe, de l'enlever de la table de nuit de ma mère pour la mettre sur mon bureau, à l'autre bout de la pièce. Comme le fil était assez long, je ne l'ai pas débranché. J'ai refermé les 2 mains autour de la lampe et son fil pelucheux, et je les ai bien serrés. Quelque chose a brusquement jailli de la lampe dans un éclair bleu et m'a secoué jusqu'à ce que j'en grince des dents. J'essayais de retirer mes mains, mais elles étaient soudées. Je hurlai, ou bien un hurlement étranger m'arrachait la gorge, je ne le reconnaissais pas, et je l'entendais s'amplifier et trembler violemment dans l'air comme un esprit brutalement désincarné. Mes mains furent soudainement libérées, et je me suis effondré sur le lit de ma mère. Au milieu de ma paume droite, j'avais un petit trou noir, comme si ça avait été fait avec un crayon. « Comment te sens-tu » ? « Ça va. » Mais ça n'allait pas du tout, je me sentais mal. À quel collège allais-tu déjà ?
Je lui ai dit le nom du collège. Ah. Le visage du docteur Gordon s'est éclairé d'un lent sourire, presque tropical. Il y avait un poste de WAC là-bas pendant la guerre, n'est-ce pas? Les jointures de ma mère étaient blanches comme l'os. On aurait dit que sa peau était tombée pendant l'heure où elle m'avait attendu. Elle a regardé derrière moi le docteur Gordon qui a dû acquiescer ou sourire parce que son visage s'est détendu. Encore quelques séances d'électrochoc, Madame Greenwood, et je crois que vous constaterez une amélioration magnifique, l'ai-je entendu dire. La fille était toujours assise sur le tabouret du piano, les partitions déchirées à ses pieds comme des oiseaux morts. Elle m'observait et je l'ai regardée. Elle m'a tiré la langue. Ma mère suivait le docteur Gordon vers la porte. Je suis resté derrière eux, et quand ils ont tourné le dos, je me suis retourné vers la fille et je lui ai fait des pieds de nez avec les deux mains. Elle a rentré sa langue et son visage est redevenu de marbre. Je suis sorti dans le soleil. Le break noir de Dodo Conway était tapi dans l'ombre des arbres, comme une panthère. Le break avait été commandé par une riche dame de la haute société. Elle le voulait noir, sans un seul chrome, avec l'intérieur en cuir noir. Quand on le lui a livré, elle a trouvé ça déprimant. Elle affirmait que c'était la réplique exacte d'un corbillard. Tout le monde pensait la même chose et personne ne voulait le lui racheter. Les Conway l'ont finalement enlevé avec une remise formidable et ils ont économisé plusieurs centaines de dollars. Assise devant, entre Dodo et ma mère, je me sentais muette et soumise. Chaque fois que j'essayais de me concentrer, mon esprit glissait comme un patineur dans un espace vide et il pirouettait l'air absent. J'en ai ma claque du docteur Gordon, ai-je dit une fois Dodo et son break noir abandonné derrière les pins. Tu peux l'appeler et lui dire que je n'y retourne pas la semaine prochaine. Je savais bien que ma chérie n'était pas comme ça, a souri ma mère. Comment, comme ça? Comme ces gens horribles, tous ces horribles gens, morts, dans cette clinique. Elle s'est arrêtée. Je savais bien que tu te déciderais de redevenir comme avant. La starlette succombe après un coma de 68 heures. Je fouillais dans mon sac parmi les morceaux de papier, les écorces de cacahuètes, la monnaie, la boîte en plastique bleu qui contenait 19 lames gilettes, jusqu'à ce que je mette la main sur la photo que j'avais prise l'après-midi même dans la tente à rayures orange et blanche. Je l'ai rapprochée de la photo floue de la fille morte. Ça collait, bouche pour bouche, nez pour nez. La seule différence, c'était les yeux. Sur ma photo, ils étaient ouverts, et sur celle du journal, ils étaient fermés. Mais je savais que si on les ouvrait avec le pouce, la morte me regarderait avec cette même expression vide, morte, noire. J'ai rangé la photo dans mon sac. Je vais aller là, au soleil, dans ce parc. 5 minutes à l'horloge en face, et puis j'irai quelque part et je le ferai. M'étais-je dit. J'ai convoqué le petit cœur de mes voix intérieures. Ton travail ne t'intéresse pas, Esther? Tu sais, Esther, tu es bonne pour la névrose. Tu n'arriveras jamais à rien comme ça. Tu n'arriveras jamais à rien comme ça. Tu n'arriveras jamais à rien comme ça. Un jour, par une chaude nuit d'été, j'avais passé 1 heure à embrasser un étudiant en droit de Yale qui avait les cheveux longs et une allure de singe, simplement parce que j'avais pitié de lui. Il était trop laid. Après, il m'avait dit « T'es classée, poulette. À 40 ans, tu seras bégueule. » Factice, avait écrit mon professeur de lettres au collège sur une histoire que j'avais écrite et intitulée « Le grand week-end ». Comme je ne savais pas ce que signifiait factice, j'ai regardé dans le dictionnaire. Factice. Artificiel. Faux. Toc. Tu n'arriveras jamais à rien comme ça. Cela faisait 21 nuits que je n'avais pas dormi. Je trouvais que l'obscurité était la plus belle chose au monde.
des millions de formes mouvantes, des millions de culs-de-sac d'ombre, de l'obscurité dans les tiroirs des bureaux, dans les placards, dans les valises, sous les maisons, sous les arbres, sous les cailloux, des ombres derrière les sourires des gens, derrière leurs yeux, de l'obscurité. Des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres d'obscurité du côté obscur de la terre. J'ai examiné les 2 pansements couleur chair qui formaient une croix sur mon mollet droit. Ce matin-là, j'avais fait un essai. Je m'étais enfermé dans la salle de bain, j'avais rempli la baignoire d'eau chaude et j'avais sorti une lame gilette. Quand on a demandé à un philosophe romain ou à je ne sais plus qui comment il voulait mourir, il a répondu qu'il s'ouvrirait les veines dans un bain chaud. Je trouvais ça facile de s'ouvrir les veines dans une baignoire, d'être allongé, et de voir la rougeur s'échapper de mes poignets, vague après vague dans l'eau claire, jusqu'à ce que je m'endorme sous une surface aussi écarlate qu'un champ de coquelicots. Mais quand il a fallu passer aux actes, la peau de mes poignets avait l'air si blanche, tellement vulnérable que je ne pouvais me résoudre à le faire. C'était comme si ce que je voulais tuer ne résidait pas dans cette peau blanche, ou sous le léger pouls bleuté qui tressautait sous mon pouce, mais quelque part ailleurs, plus profondément, plus secrètement, beaucoup plus difficile à atteindre. 2 gestes suffiraient. Un poignet, puis l'autre. 3 gestes si on compte qu'il faut changer la lame de main. Alors j'entrerai dans la baignoire et je m'y allongerai. Je me suis avancé devant l'armoire à pharmacie. Si en le faisant, je me regardais dans la glace, ce serait comme si je regardais faire quelqu'un d'autre, comme dans un livre ou au théâtre. Mais la personne dans la glace était paralysée et trop stupide pour bouger. Je me suis dit qu'il ne serait pas inutile de faire couler un peu de sang, histoire de me faire la main. Je me suis donc assise sur le rebord de la baignoire et j'ai posé ma cheville droite sur mon genou gauche. J'ai élevé la main droite qui tenait la lame de rasoir, et je l'ai laissée tomber de son propre poids sur mon mollet, comme une guillotine. Je n'ai d'abord rien ressenti, mais au bout d'un instant, j'ai senti une fine impression en profondeur. Une grosse goutte brillante et rouge s'est gonflée sur les lèvres de la blessure. Le sang s'accumulait sombrement, comme un fruit pour finalement rouler le long de ma cheville vers le talon de ma chaussure noire, vernie. À ce moment-là, j'ai voulu entrer dans la baignoire, et je me suis rendu compte que j'avais perdu l'essentiel de la matinée à flirter avec mes pensées. Ma mère n'allait pas tarder de rentrer à la maison, et elle me trouverait avant que j'aie eu mon compte. J'ai donc pensé m'appeler, attraper mes gilettes, et j'ai pris le bus de 11h30 pour Boston. Désolé mon chou, mais il n'y a pas de métro pour la prison de l'île aux cerfs. C'est une île. Non, ce n'est plus une île. Autrefois c'était une île, mais maintenant on a comblé l'eau avec de la terre et c'est relié à la rive. Il n'y a pas de métro. Mais il faut que j'y aille. Eh! Le gros type dans sa cabine me lorgnait à travers le grillage. Pleure pas. Qui t'a là-bas, mon lapin? Un parent? Les gens me bousculaient, me poussaient dans l'obscurité artificiellement éclairée, se dépêchant de s'entasser dans les trains qui ronflaient dans les tunnels sous Scollay Square. Je sentais les larmes jaillir au coin de mes yeux fatigués. C'est mon père. Le gros type a consulté un plan sur une paroi de sa cabine. Voilà comment tu vas faire. Tu prends un train sur le quai là-bas. Tu descends à Orient Heights. Là, t'attrapes un bus avec marqué La Pointe. Il m'a fait un sourire. Et il va t'emmener droit à la grille de la prison. Hep, vous! Un jeune homme en uniforme bleu s'agitait devant sa cabane. Je lui ai fait signe aussi et j'ai continué. Hé, vous! Je me suis arrêté et j'ai marché lentement vers la baraque située au milieu du sable comme une sorte de salon circulaire. Hé, vous pouvez pas aller plus loin.
C'est le terrain de la prison, interdit aux visiteurs. Je croyais qu'on avait le droit d'aller partout sur la plage si on ne dépassait pas la ligne de marée haute. Le jeune homme a réfléchi un moment. Pas sur cette plage. Il avait un beau visage d'adolescent. C'est un joli coin que vous avez là. C'est comme une petite maison. Il a jeté un coup d'œil dans sa baraque avec le tapis tressé et les rideaux de chintz. Il a souri. On a même une cafetière. J'ai habité pas loin d'ici. Sans blague. Moi aussi j'ai grandi dans ce bled. Je regardais de l'autre côté du sable, le parking, la grille fermée et au-delà de la grille fermée. La route étroite qui conduisait à ce qui autrefois avait été une île et qui était léchée de chaque côté par l'océan. Le bâtiment de briques rouges de la prison avait l'air sympathique, comme les bâtiments d'un collège au bord de la mer. Sur une bosse de gazon vert, à gauche, je voyais des petits points blancs et des points roses, un peu plus grands, qui se déplaçaient. J'ai demandé au garde ce que c'était. Ça, c'est les cochons et la volaille. Je me disais que si j'avais eu assez de bon sens pour vivre dans cette vieille ville, j'aurais peut-être rencontré ce gardien de prison à l'école. Je l'aurais épousé et maintenant on aurait un tas d'enfants. Ce serait chouette de vivre près de la mer avec plein de gosses, de cochons, de poulets. Je porterais ce que ma mère appelait des robes de ménage. Je serais assise dans ma cuisine avec un beau linoléum et mes gros bras, et on boirait beaucoup de café. Comment entre-t-on dans cette prison? Faut un permis. Non. Comment se fait-on boucler là-dedans? Oh, a soupiré le gardien. Tu voles une voiture, tu pilles un magasin. Y a des assassins ici? Non, les assassins sont envoyés dans une grande prison d'État. Qu'y a-t-il d'autre ici? Ben, au début de l'hiver, on a toutes les vieilles cloches de Boston. Ils balancent une brique dans une vitrine, ils se font ramasser et ils passent l'hiver au chaud avec la télé, plein à manger et le week-end il y a des parties de basket. C'est chouette. Chouette, si on veut. Je lui ai dit au revoir et je suis reparti, jetant un seul coup d'œil par-dessus mon épaule. Le gardien était toujours debout devant sa porte, et quand je me suis retourné, il m'a fait un geste de la main en guise de salut. Le rondin sur lequel j'étais assise était lourd et sentait le goudron. Au pied du gros cylindre gris du château d'eau, perché sur sa colline, l'estuaire se recourbait dans la mer. À marée haute, la barre disparaissait sous les eaux. Je me souvenais bien de cet estuaire. On y trouvait, au creux de sa courbe, un coquillage particulier qu'on ne pouvait trouver nulle part ailleurs sur la plage. C'était un gros coquillage, lisse, de la taille de la phalange d'un pouce, le plus souvent blanc, encore que parfois rose ou de couleur pêche. Il ressemblait en plus petit à une conque. Maman, il y a cette fille qui est toujours là. J'ai levé les yeux et j'ai vu un petit garçon couvert de sable remorqué loin de la mer par une femme maigrichonne aux yeux d'oiseau. Elle portait des shorts rouges, un corsage rouge et blanc à petits pois. J'avais oublié que la plage serait bourrée de vacanciers. Pendant les 10 années de mon absence, des cabanes fantaisie, bleues, roses, vert pâle, avaient jailli sur le sable de la pointe comme une récolte de champignons. Les avions argentés et les dirigeables en forme de cigares avaient cédé la place aux jets qui balayaient les toits en décollant de l'aéroport de l'autre côté de la baie. J'étais la seule femme en jupe et hauts talons sur la plage. Je me suis rendu compte que je faisais sûrement tache. J'avais enlevé mes chaussures de cuir verni parce qu'elles me faisaient trébucher dans le sable. Cela me plaisait de savoir que quand je serais morte, elles resteraient perchées sur ce rondin argenté, pointées vers le large comme une sorte de boussole de l'esprit. J'ai cherché ma boîte de lames dans mon sac. Et puis je me suis dit que vraiment j'étais trop idiote.
J'avais bien les lames, mais pas de bain chaud. J'ai pensé louer une chambre, mais je n'avais pas de bagages. Il y avait sûrement des pensions de famille dans cette station balnéaire, mais cela éveillerait des soupçons. De plus, dans les pensions de famille, les autres veulent toujours se servir de la salle de bain. J'aurais à peine le temps de le faire et d'entrer dans la baignoire que déjà il y aurait quelqu'un en train de frapper de l'autre côté de la porte. Dites, madame, vous ferez mieux de ne pas rester là. La marée monte. Le petit garçon s'était accroupi à quelques mètres. Il a ramassé un caillou rond et violacé, et il l'a envoyé dans la mer. Elle l'a englouti avec un plof sonore. Il s'est mis à farfouiller à droite, à gauche, et j'entendais tressauter les galets, comme de la monnaie. Il a lancé un caillou plat sur l'eau verte et calme. Il a rebondi 7 fois avant de disparaître. Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison? Le petit garçon a lancé un autre caillou, plus lourd, qui a coulé après avoir rebondi 2 fois. Pas envie. Ta maman te cherche? Non. Il avait l'air inquiet. Si tu rentres à la maison, je te donne un bonbon. Le petit garçon s'est approché. Quel genre de bonbon? Je n'avais pas besoin de fouiller dans mon sac. Je n'avais que des écorces de cacahuètes. Je vais te donner de l'argent pour que tu en achètes. Arthur! Une femme s'approchait en effet sur la dune. Elle trébuchait, et elle jurait à voix basse parce que, entre ses appels péremptoires, on voyait encore bouger ses lèvres. Arthur! Elle s'abritait les yeux d'une main, comme si cela pouvait m'aider à voir mieux au travers du crépuscule qui s'épaississait sur la mer. Oula. Elle s'abritait les yeux d'une main, comme si cela pouvait l'aider à voir mieux au travers du crépuscule qui s'épaississait sur la mer. Je voyais que l'intérêt de l'enfant s'évanouissait au fur et à mesure que sa mère se rapprochait. Il a commencé par faire semblant de ne pas me connaître. Il donnait des coups de pied dans les galets, comme s'il cherchait quelque chose. Puis il est parti. Je frissonnais. Les galets étaient froids et lourds sous mes pieds nus. Je me suis mise à penser avec ardeur aux chaussures noires restées sur la plage. Une vague s'est retirée comme une main, puis elle s'est avancée et elle a effleuré mes pieds. L'humidité semblait provenir du fond de la mer, là où des poissons blancs, aveugles, se guident à travers le froid polaire à l'aide de leur propre lumière. J'imaginais des dents de requins et des crânes de baleines jonchant le fond de la mer comme autant de pierres tombales. J'attendais, comme si la mer pouvait prendre une décision à ma place. Une deuxième vague s'est écrasée à mes pieds, bordée d'écume blanche, et le froid m'a frappé les chevilles d'une douleur mortelle. La peur de mourir ainsi me donnait la chair de poule. J'ai ramassé mon sac et je suis reparti sur les galets gelés, jusqu'à l'endroit où mes chaussures montaient la garde dans la lumière violette.